Bonjour, je vous remercie d'être présent pour ce premier panel dans notre nouvelle track VC. Comme vous le savez, le CEFI en est à sa 3e édition. Cette année, en plus du traditionnel sujet du LBO, nous abordons la thématique du capital risque, voire capital venture. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique particulière qui est celle, on va dire, des serial entrepreneurs, de ceux qui ont déjà réussi plusieurs fois des opérations et des entreprises qui les ont menées avec succès au bout. J'introduis 4 panélistes que j'imagine beaucoup d'entre vous déjà connaissent. Donc en premier, monsieur Philippe Pouletti, qui va pouvoir certainement nous parler, je pense, de ses expériences entrepreneuriales américaines. Il faut savoir que Philippe a monté 2 sociétés qui aujourd'hui sont cotées au Nasdaq. Nous avons après Loïc Lemeur, qui est lui-même le spécialiste français maintenant des blogs, qui va nous parler, j'imagine, de la blogosphère. Enfin, Mihai Cresnanu, qui, après des passages en Amérique du Sud, va certainement nous parler de tout ce qui concerne se battre face à des géants, et à travers ses expériences en Amérique latine, où il a eu à affronter des opérateurs tels que Telefonica, ou maintenant en France, des sociétés telles que Canal. Et enfin, nous allons finir avec Marc, qui lui, après une expérience réussie au sein d'e-France, et après une revente au groupe Vivendi, a monté il y a à peu près 2 ans une société qui est devenue leader en Europe sur son sujet, à savoir les sites de rencontres en ligne, avec Mythic. Je vous remercie. J'ai noté 3 sujets. Il y a serial entrepreneur, comment gérer la croissance et comment se battre contre des concurrents. En résumé, ça revient à dire comment monter des boîtes, quoi, hein, parce que quand vous montez une boîte, vous avez forcément des concurrents, vous avez forcément de la croissance, et en général, quand ça marche, vous répétez l'opération. Donc c'est un peu, bon, ce qui me concerne, ce qui m'est arrivé. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur serial entrepreneur. La seule chose, c'est que monter des sociétés successivement, ça ne veut pas dire changer de sujet tous les 3 ans, puisque si je prends mon exemple, et je vais parler de moi-même pour l'instant, c'est la première société que j'ai revendue en 2000 à Vivendi, avait été montée 11 ans plus tôt, hein. Donc c'est pas si simple quand même de changer de sujet régulièrement. Il peut y avoir des périodes assez longues entre 2 sujets. Ensuite, les sociétés, vous les conservez, tant qu'elles marchent, vous les gérez, et puis un jour vous décidez de sortir ou pas. C'est pas forcément une envie de changer de sujet, c'est évidemment une opportunité de sortie. Gérer la croissance, c'est un peu ce que Mythic fait. C'est une société qui a fait 3,5 millions en année 1, 15 millions en année 2, et qui est partie pour faire 45 millions en année 3. Avec des profits à peu près réguliers de l'ordre de 30%. On va essayer de maintenir ce ratio le plus longtemps possible. Donc gérer la croissance quand la société est rentable, c'est relativement simple. C'est beaucoup plus compliqué quand la société n'est pas rentable. Ce qui n'empêche pas, et de manière assez atypique, de malgré tout lever des fonds, ce qu'on a fait avec les AGF au mois de septembre. On peut être rentable, avoir beaucoup de trésorerie et pourtant lever des fonds, parce que le lever des fonds, c'est pas non plus que avoir de l'argent, ça peut être aussi une décision stratégique. Donc la croissance, ça c'est pas très compliqué quand la société est rentable. Et le sujet sur lequel moi je voulais parler, c'est les concurrents. Évidemment, les concurrents sont, quand on n'est pas européen, et je pense que c'est une vraie stratégie et c'est une vraie décision importante, c'est d'être pan-européen. Parce que quand vous êtes un acteur local, vous intéressez en général des acheteurs locaux. Sauf dans des cas très spécifiques de technologie qui peut être ensuite déployée. Mais quand vous vous adressez à des clients finaux, vous avez vraiment intérêt à être global, puisque il y a une espèce d'équation qui dit que pour intéresser les gros, il faut être gros, et pour être gros, il faut être en Europe. Donc si vous êtes qu'en France, évidemment, vous vous intéressez peu de monde. Nous, c'est la stratégie qu'on a suivie. On a décidé d'être leader en Europe. On y est arrivé, ce qui ne veut pas dire qu'on est leader dans chaque pays. Maintenant, notre boulot, c'est de devenir leader dans chacun des pays d'Europe. C'est beaucoup plus compliqué. Et évidemment, la sortie ne pourra se faire que en travaillant avec des acteurs globaux qui sont pour la quasi-totalité américains. Donc le sujet dont moi je voulais parler, mais qui sera peut-être débattu tout à l'heure, c'est soyons vigilants, puisque toutes ces sociétés numériques qu'on crée, je parle par exemple Quelcou ou Mythic ou d'autres, sont des sociétés qui systématiquement et dans quasiment 100% des cas seront rachetées par des groupes américains. C'est pas très grave quand on le dit comme ça, mais le jour où l'économie numérique représentera 80% de l'économie complète,
eh ben, nos sociétés seront américaines et le commerce électronique et tout ça sera américain et ça posera probablement un vrai problème aux Européens. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Bonjour tout le monde. En ce qui me concerne, effectivement, j'ai passé plus de 6 ans en Amérique latine, entre l'Argentine, l'Uruguay, tous les pays, tout le reste des pays. Je suis parti dès 97 sur un projet de création en Argentine où j'ai lancé un concurrent à Hotmail qui à l'époque était vraiment un petit peu la figure dominante aux États-Unis. Sans financement, sans rien, c'était un peu difficile. Donc il y avait une vraie stratégie qui était celle de dire comment lancer un tel service sur un continent. Il y avait peu de gens qui avaient des PC à la maison ou des accès Internet. Alors qu'ils avaient quand même des connexions à travers d'autres points. Donc c'est une stratégie assez simple puisqu'il s'est agi de bâtir une plateforme qui était ensuite proposée quasiment marque blanche à tous les opérateurs qui se réveillaient à la réalité du e-commerce et du monde online. Donc bon, ça a très bien marché. Enfin, on était 3 personnes, on faisait plus d'1 million de chiffre d'affaires par an. Puisque Telefónica d'Argentine l'a repris, d'autres players l'ont déployé sur toute l'Amérique latine avec des millions de boîtes aux lettres sur tout le continent. Donc c'était vraiment une démarche de se dire j'ai pas l'argent pour le faire, j'ai pas les millions de Hotmail, mais faisons-le en étant quand même la base et la plateforme de tout ce qui se fait dans tous les pays. Après, il y a un deuxième exemple qui n'avait rien à voir, celui-ci, le plus gros opérateur brésilien d'Internet, qui était un peu un joint venture entre des groupes de médias, équivalent de Socpress, de Hachette et de Wanadoo, qui m'a demandé de déployer leur activité sur toute l'Amérique latine, les États-Unis et l'Espagne, avec un budget qui était à peu près 10 fois inférieur à ce que mettait AOL pour lancer le continent. Donc on était en face d'un gars qui investissait 100 millions par pays et on avait 10 millions à investir, ou beaucoup moins selon le cas. Là, c'était finalement extrêmement compliqué, mais pas très compliqué, parce que c'était transformer l'idée et l'expérience d'entrepreneuriat que j'ai connue dans ma première société, mais l'appliquer à un groupe dont j'avais la charge à l'international. Donc c'était bâtir une équipe qui était beaucoup plus motivée par l'adrénaline et ce qu'ils allaient réaliser, parce qu'ils étaient bons, beaucoup plus que par les bonus de fin d'année. Et être très malin pour dépenser moins, pour lancer des services innovants et s'associer essentiellement aux gros players de chaque pays pour couper court l'herbe sous les pieds des concurrents qui arrivaient. Et globalement, je dirais qu'en 1 an et demi, on a pris la tête de tous les pays d'Amérique latine. On est arrivé premier en Argentine, Mexique et d'autres pays. La seule bêtise qu'on a faite et que le président du groupe voulait faire, je ne pouvais pas l'en empêcher, c'était d'aller en Espagne, où là, effectivement, il se retrouvait face à des gens qui avaient à peu près 10 fois plus d'argent que lui. Et là, on a vraiment dû plier bagage. Donc, c'était une erreur stratégique de croire que même en étant malin, mais sans avoir suffisamment de moyens, on pouvait y arriver. Donc après avoir fait 7 pays, moi j'ai lancé Gloria en 2001. Alors Gloria, c'est un cas un peu atypique puisque sur le paysage français, puisque c'est un nouveau mode de consommation de l'audiovisuel. C'est je dirais un fournisseur d'entertainment à domicile. Qui s'inspire d'un modèle américain, un modèle Netflix, et je crois qu'à la fois Marc et Loïc abonderont dans mon sens qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'innovation en France. C'est sûrement un débat qu'on peut lancer. C'est vrai qu'on a tous innové. C'est vrai, le blog est un phénomène français. Extrêmement français, qui commence au café du coin, effectivement. Mais un modèle qui marche très bien aux États-Unis, puisqu'ils ont 2,5 millions d'abonnés, ils sont à l'équilibre. Mais prenez le marché français, vous avez Canal+, qui domine le marché de l'audiovisuel, vous avez Vidéo Futur, qui est le plus grand groupe de location de DVD, qui fait 200 millions par an de chiffre d'affaires. Et vous avez les canaux TPS, Nous, etc. Donc Gloria est un fournisseur de DVD à domicile, le plus gros catalogue en France. Il fallait tout simplement trouver un moyen de rentrer sur ce marché.
Et bien, le moyen était simple, c'était d'abord s'associer avec les éditeurs, donc avoir des deals stratégiques avec ceux qui fournissent le contenu. Et devenir leur partenaire et non pas leur client ou leur fournisseur. Et deuxièmement, devancer tout le marché. Et pendant que Canal+ passait pratiquement 2 ans à payer pratiquement ce que nous on a investi dans Gloria, dans des boîtes de consulting pour qu'ils comprennent le marché de la location de DVD en ligne et peut-être le marché de la VOD. Nous on était déjà leader en France, on l'est aujourd'hui. Donc c'est une question de rapidité, de positionnement et surtout d'alliance avec des gens qui vous fournissent et des gens qui vous assurent la pérennité. J'ai créé 4 entreprises toutes petites. J'ai un cycle de 3 à 5 ans. C'est-à-dire que probablement j'aime bien ce qui est tout petit et qui n'est pas encore arrivé. C'est probablement une des choses qui me plaît, c'est d'essayer de faire des choses qui ne sont pas encore faites. Et quand vous essayez de faire ça, en tout cas dans l'Internet, j'ai bien entendu ce que vous disiez, c'est pas les mêmes investissements que dans les biotech, évidemment. Mais dans l'Internet, vous ne pouvez pas, dans mes 3 précédentes expériences, j'ai appris que c'est extrêmement difficile, comme l'a dit Marc, de se battre avec des Américains. Et j'ai passé 5 ans finalement à pas trop mal y arriver en vendant soit à des Français, soit à des Américains, des sociétés qui étaient à l'équilibre ou qui étaient en bonne croissance, en tout cas pour 2 sur 3. Mais ici, ce que je vais essayer d'illustrer rapidement, c'est le fait que dans la dernière société que j'ai créée il y a 1 an et demi, j'avais juste pas le choix. Ou alors le choix juste de copier, ce qui est plutôt pas très agréable. Donc je fais des blogs. Je suis un blogueur. Vous avez probablement peut-être lu. Qui a entendu parler de blog? Ah, merci. Donc quand je dis que je suis américain, j'ai créé il y a 1 an et demi une société qui s'appelle uBlog en France. J'étais sur le point de la développer. Je l'ai financée moi-même et puis j'ai voulu la développer en levant des fonds en Europe et en faire un acteur pan-européen. J'étais très très motivé pour ça. Et puis je me suis dit, ça sert à rien, parce que je vais toujours être en retard en termes de technologie. Le blog est par essence complètement mondial, parce qu'on peut vous lire de partout, mais les concurrents, les technologies sont mondiales. À un clic, vos concurrents sont là. J'ai essayé je me suis dit, tiens, pour une fois, est-ce que je ne vais pas essayer de le faire avant? C'est-à-dire que je vais en fait travailler. Finalement, donc mes perspectives, c'était de lever 1 ou 2 ou 3 millions d'euros au début, et de développer sur l'Europe. Pour faire quoi? Probablement, si vous cherchez dans l'Internet les exemples européens, moi j'en connais pas, Leader, à part Mythique, pour l'instant, qui est encore indépendant. Non, pour l'instant sur l'indépendance. C'est-à-dire que quel est pour le coup d'après, je te repose une question, mais si vous prenez quel coup, on parle de réussite, je suis désolé, c'est une société américaine maintenant, il n'y a pas de réussite européenne, c'est une vraie réussite en termes d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est devenu une société de Yahoo Inc. Et donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de parler tout de suite à la société que je pressentais être leader du secteur aux États-Unis, qui s'appelle SixApart, qui a 1 400 000 maintenant utilisateurs blogueurs dans le monde. Je l'ai fait il y a 1 an, c'est-à-dire que je me suis dit finalement, plutôt que de vendre à ces gens-là peut-être dans 3 ans, je vais peut-être aller leur parler tout de suite, essayer de construire un acteur global, ce qui est très intéressant, plutôt que de faire un acteur franco-français, ça ne me passionnait pas beaucoup. Et donc, ils ont été assez ouverts puisqu'on a tout fusionné. Finalement, c'est une fusion. Et donc, on est au Japon, on est en Europe, dans 6 pays, aux États-Unis, 55 personnes. On a levé 10 millions de dollars avec Auguste Capital il y a 1 mois à peu près. Et on a 35 personnes qui développent aujourd'hui, qui sortent une version de notre logiciel de blog qui a 2000 nouveaux utilisateurs par jour en ce moment, dont Bush et Kerry pendant la campagne aux États-Unis. Tous les mois. Et donc, c'est simple, je pense simplement que je ne pouvais pas me battre avec ces gens-là, donc je préfère être aujourd'hui un des 3 dirigeants pour l'international de cette société, ce qui ne fait pas de moi un salarié, je suis toujours un entrepreneur dans l'âme, je dirige l'Europe et je participe activement à la création d'un leader. On a 30% de part de marché, c'est ce qu'on estime dans le monde, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'avenir pour des solutions locales, en tout cas sur les weblogs. Et donc j'ai choisi mon camp tout de suite, d'aller construire ce leader. Et c'est vraiment dommage. Quand je dis c'est une catastrophe, c'est que c'est vraiment dommage. Pourquoi, juste, je vais m'arrêter là, pourquoi il n'y a pas de chance? C'est simple. L'innovation, c'est moins. On est moins créatif. Vous êtes tous allés probablement dans des dîners d'entrepreneurs à San Francisco. En ce moment, où il y a 1 an, on recommençait à créer, on était très très loin de parler, où il y a même 2 ans,
Encore ici, on était complètement scotché dans la bulle, on n'investit plus, on crée plus, on reste bien au chaud. Et là-bas, déjà, il y avait pas mal de... Donc c'est moins de création, moins innovant, moins rapide, moins d'investissement. Je ne peux pas lever 10 millions d'euros ici sur une société qui a quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas possible. Je ne peux pas. On l'a fait aux États-Unis il y a un mois, ce qu'on a fait est impossible, j'en suis persuadé, en Europe. Et c'est très très difficile d'être global aussi, donc je viendrai vous voir cet après-midi. Mais je pense que c'est vraiment dommage et que c'est possible de le changer. Mais je suis sûr que Philippe va nous dire comment on va changer ça. Bon, j'étais en train de rédiger ma biographie que je vais inscrire sur Mythique cet après-midi. J'ai 28 ans, je suis grand, blond et séduisant. On n'est pas obligé de mettre une photo en plus, je pense. Donc la biotech, c'est un peu différent parce que il faut des très gros investissements pour développer un médicament. Parce qu'on soit une toute petite entreprise de biotech ou qu'on s'appelle Sanofi, Aventis ou Novartis, les barrières à l'entrée avant d'avoir un médicament sur le marché sont strictement les mêmes. Il faut découvrir une nouvelle molécule, il faut faire 5 à 7 ans ou 8 ans d'essais cliniques chez l'homme, chez plusieurs centaines ou milliers de malades qui coûtent chacun plusieurs dizaines de millions d'euros. Il faut attendre 1 à 2 ans que la FDA ou l'IMIA vous donne l'autorisation de mise sur le marché. Et donc, pour avoir une société de biotech qui a un seul médicament sur le marché, il faut qu'elle ait pu lever, soit en capital, soit en collaboration avec des groupes pharma, entre 200 et 400 millions d'euros. Donc, ce n'est pas un domaine de business angel, et c'est un domaine où il faut suivre les marches du venture capital avec des tours à 3 millions, 10 millions, 25 millions, 50 millions et obligatoirement une introduction en bourse et des offres secondaires si on veut aller jusqu'au stade du lancement de produits. La deuxième caractéristique, c'est que la probabilité de succès pour une nouvelle molécule est très faible. Une molécule qui marche chez l'animal, ça a une chance sur 50 d'arriver sur le marché parce que l'homme ne fonctionne pas exactement comme une souris et qu'on ne peut pas prédire sur la base de l'in vitro, de la modélisation ou des essais chez l'animal si une molécule sera efficace et safe. Donc il faut bien faire attention de choisir non pas des projets qui vont être les plus brillants blockbusters dans les domaines les plus innovants pour traiter la maladie avec le plus grand nombre de malades, parce que si on aligne les variables, on a toute chance d'échouer. Et si on regarde ce qui a fait le succès des entreprises de biotech initiales, qui étaient Genentech et Amgen, elles n'ont pas découvert des nouvelles molécules. Elles ont développé un nouveau procédé industriel pour fabriquer des molécules déjà connues. Pour Genentech, c'était l'insuline, et pour Amgen, c'était l'érythropoïétine. Donc le risque n'était pas sur l'efficacité ou l'innocuité en clinique. Le risque, c'était est-ce qu'on peut fabriquer différemment, en plus grosse quantité, une molécule déjà connue. C'est pour ça que ces entreprises ont bien marché. Et après, les gens ont oublié un peu ce qui a fait le succès des premières et se sont mis à dire on va aller découvrir dans la jungle amazonienne ou en Chine des nouvelles molécules et ça va être fantastique et on va traiter le cancer, etc. etc. Moi, j'ai eu un peu de chance avec Sangstat, puis Conjuchem, puis Drug Abuse Sciences. Mais il y a une chose que j'ai appris dans la Silicon Valley quand j'ai débarqué. D'abord, c'est à être un peu mégalomane. Parce que si vous allez dans un bureau d'investisseur à Paris, on vous dira, bon, tu vas lever un peu d'argent, tu vas recruter un manager ou un CIO, et puis on verra ce que tu auras pu faire dans 2 ans. Mais là-bas, les gens n'ont pas de temps à perdre. On ne va pas chez Sequoia Capital à Sand Hill Road pour leur dire je vais développer un petit test de diagnostic pour un marché de 8 millions d'euros. Ils vous diront bon, c'est intéressant, mais c'est pas pour nous. Si vous leur dites on vise un marché de 500 millions et voilà les étapes, on a une chance sur 8 d'y arriver, mais enfin on a des gens intelligents, des bons brevets, de la bonne technologie, on va recruter une très bonne équipe, eh bien ils parieront peut-être sur vous. Donc je suis quand même assez optimiste pour la France et l'Europe, mais il faut transformer un peu l'ambiance et parier un peu gros, parce qu'on
peut pas gagner gros si on ne fait pas des grosses mises. C'est vrai en biotech comme dans d'autres domaines. Et puis le deuxième enseignement, c'était que ce soit en biotech ou en chaussures, en électronique, un bon business plan, ça se résume sur le dos d'une carte de visite. Ça, c'était Don Valentine qui m'avait dit ça un jour au début de Sangstad, qui était le senior partner de Sequoia Capital. Et c'est ce qui m'a dit de plus utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un but précis et il ne faut pas essayer de partir dans 15 directions à la fois. Et une petite société peut gagner face au gros si elle est extrêmement focalisée. Parce qu'on peut être le meilleur mondial dans un domaine hyper spécialisé et focalisé. Par contre, on ne peut pas concurrencer un grand groupe si on se met à vouloir faire du cardiovasculaire, de la transplantation d'organes et de l'obstétrique. Donc Sangstad, je t'ai dit, on va créer une société spécialisée dans la transplantation d'organes. C'est hyper spécialisé, gros besoin médical. Et là, on va développer plusieurs produits. Et ce qui nous a permis de sortir en bourse, ce n'était pas notre première molécule qui a échoué d'ailleurs, notre deuxième ensuite a marché, mais c'est qu'on a fait l'acquisition d'un médicament de Aventis Pasteur. Et on a signé le contrat 2 mois avant l'introduction en bourse sur le Nasdaq. Et ça a permis de rajouter les tâches court terme qui a permis aux investisseurs de se dire c'est pas une société de biotech à haut risque parce qu'ils ont un médicament court terme pour traiter le rejet de greffe, une autre molécule immunosuppressive et ça a marché. Et donc on a pu faire de la molécule qu'on a rachetée à une molécule qui avec un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars. Et c'est ce qui a beaucoup soutenu la valeur lors de l'introduction en bourse, puis des offres secondaires. Et on a pu lever en tout 120, 140 millions de dollars en bourse. Et puis là, on a revendu la société à Genzyme en 2600 millions. Parce qu'une fois que vous êtes sur le marché coté en biotech avec un chiffre d'affaires, le problème, c'est que si vous réinvestissez lourdement pour vos molécules futures, vous replongez dans le rouge. Et ça, surtout dans les années 2001-2002, les investisseurs n'aimaient pas beaucoup. Si par contre vous voulez faire croître l'earning per share, c'est difficile d'investir dans les molécules futures. La société suivante, Conjuchem, c'était sur des brevets que j'avais déposés, non pas sur le Nasdaq, mais sur le Toronto Stock Exchange. Et le Canada a bien su faire marcher sa chaîne de financement. En ce moment, ça a un peu moins bien le venture capital au Canada, mais avec un marché boursier qui fonctionne bien. Et pour ce qui est de la France et de l'Europe, troisième entreprise, c'est Drug Abuse Sciences. On devait la coter fin 2000. On avait mal choisi la date, donc on ne l'a pas fait. Mais je ne suis pas sûr que dans les années qui viennent, Euronext, la Deutsche Börse et le LSE soient capables de s'entendre sur une plateforme technologique de cotation commune, que les investisseurs soient capables d'investir dans des IPO technologiques plutôt que dans des PME pépères sans risque et sans forte croissance. Et donc il va falloir essayer de booster un peu tout ça. Sinon, on aura beaucoup de belles entreprises qui seront rachetées par des entreprises cotées américaines avec plus de moyens, par des grands groupes, ce qui serait un peu dommage, où on aura un certain nombre d'entreprises qui vont transporter leur management, le holding, en Californie ou sur la côte Est en disant, on marche bien, on ne peut pas se coter en Europe, on va aller se coter aux États-Unis. Mais enfin, je suis quand même optimiste, les choses bougent, donc revenez en France quand même. Je suis. Restez. Sur un des points, c'est vrai qu'une question que se posent toujours beaucoup de gens lorsqu'ils démarrent une société, c'est l'importance du business plan, notamment lorsqu'on va voir des investisseurs. Je rebondis sur la remarque de Philippe sur un bon business plan, ça tient sur une carte de visite. Je crois que j'en discutais la semaine dernière avec Loïc qui me donnait le même signal. Mihai et Marc, qu'avez-vous à dire à ce sujet comme conseil ? Moi, je pense que quelqu'un qui voit le marché, regarde un petit peu ce qui se passe, effectivement, en une demi-heure, il a compris le business plan et où on va. En ce qui me concerne, je vis en France et Dieu sait si j'ai des fichiers qui font 10 mégas d'Excel, modélisés dans tous les sens avec 25 versions différentes parce qu'évidemment, on a besoin de faire un tas de projections sur plein de choses. Donc je pense que c'est important de gérer une boîte en ayant des budgets et de les suivre. Maintenant, un business plan, c'est voir quel est le marché, quelle taille il a, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on est focus effectivement, quelles sont les tendances, que font les gens dans d'autres pays. Et en une demi-heure, on a compris. Mais
ce qui alourdit le procès, c'est que oui, il y a un logiciel qui s'appelle Excel. Bah, moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que là, je vais parler en tant que business angel. J'ai vu des business plans qui tenaient sur des cartes de visite, d'autres qui faisaient des mégas. Au final, ce que j'ai appris, c'est que il faut miser plutôt sur des bons, quoi. C'est-à-dire qu'un bon, même avec un mauvais business plan, il y arrivera. Et j'ai vu beaucoup de gens qui avaient un bon business model et qui étaient mauvais. Et au final, il y a plus de chances de réussir avec un gars qui est bon et qui a un mauvais business plutôt que l'inverse. Donc moi, je regarde pas trop la carte de visite, mais un peu les yeux du gars, quoi. Est-ce que vous partagez cette vision en termes de, je dirais, de levée de fonds et de ce qui se passe en France, en Europe, je dirais hors du cadre biotech, où je pense que nous avons compris que hors de levée de fonds très importante, il n'y a pas de salut. On a l'impression qu'en Europe, en IT, en Internet, je vous vois chercher aux États-Unis des solutions de financement. Je vais commencer parce que j'en sors. Peut-être je suis passé un tout petit peu avant Loïc. Nous, on a fait ça en octobre. Je veux juste 2-3 anecdotes. On a reçu 11 sollicitations de fonds américains. Je les ai comptées. Avant d'avoir le premier appel d'un fonds français. Les gars étaient au fin fond de la Californie. Mythique pour eux, c'était mais déjà l'Europe. Alors bon, il fallait déjà qu'ils se concentrent. Mais alors Mythique, bon. Ils nous avaient trouvés, ils nous avaient repérés. Et ils étaient venus nous voir spontanément. Ils ont pris l'avion, ils sont venus nous parler. Et j'en ai vu passer 11 avant que je reçoive un mail d'un fonds français. Et ils étaient à 2 stations de métro de chez moi. Et pourtant, alors ça c'est la première, bon ça résume tout, c'est pas la peine que je m'étende. Et quand j'ai fait le premier tour de Mythique 6 mois après la création, j'avais fait e-France 2 ans avant. Tous les gens qui m'avaient dit non dans e-France m'ont aussi dit non dans Mythique. Pour des valos qui étaient ridicules. Parce que le truc avait une chance sur 1000 de marché, donc les valos étaient très basses. Donc les mêmes gens qui m'avaient dit non sur e-France, qui après m'avaient dit ah la boulette, mais ils ont fait la même. Qu'est-ce que je vous dise au final? Je ne peux pas résumer mieux que ça ce qui se passe en France, quoi. Dans le cas de Gloria, on a levé 5 millions d'euros jusqu'à maintenant et 100%, enfin quasiment, non, 80-70% des fonds levés viennent des États-Unis aujourd'hui. Parce que dès le départ, personne ne croyait dans un modèle qui déjà aux États-Unis est absolument leader et qui en Europe est en train de s'imposer. En Angleterre, des gens qui ont levé 12 millions d'euros à ce jour se portent très bien et ils vont devenir vraiment peut-être leaders européens si nous on ne fait rien. Est-ce que les 3 ou 5 prochains millions qu'on doit lever viendront de France ou des États-Unis ou de Belgique ou d'Angleterre ou d'Allemagne? Je ne sais pas. Voilà. Mais la réalité, c'est que je crois que ce qui se passe hors des frontières françaises montre nettement plus d'activité, d'intérêt et de rapidité de décision que ce qu'on peut voir en France. Même si en France, je pense qu'il y a des gens qui savent aller vite. Il y a une différence importante entre le venture capital anglo-saxon et le venture capital français. C'est que le venture capital anglo-saxon, ce sont en général, en très grande majorité, des anciens entrepreneurs ou exécutifs de grands groupes de PME, etc., donc qui connaissent le business, qui sont investisseurs. Il est plus facile d'apprendre à rédiger une term sheet et des liquidation preferences que d'apprendre à développer un produit ou à monter une force de vente. Alors que le venture capital parisien, c'est beaucoup des financiers ou des gens qui ont fait une carrière bancaire à qui on a dit bah tiens, tu vas monter l'équipe de venture capital, et donc on ne peut pas les blâmer, ces pauvres gens, d'avoir un petit peu de mal. Non, mais c'est vrai, de temps en temps, à évaluer un business plan ou un développement de produits. Donc je pense que les choses évoluent quand même parce que les équipes deviennent un peu plus pluridisciplinaires et heureusement embauchent des gens qui savent ce que c'est qu'un produit, de la recherche, du manufacturing, des affaires réglementaires, des brevets ou des lancements de produits. Pour l'autre caractéristique, c'est que les venture capitalistes français et européens aiment bien chasser en meute et aiment bien attendre qu'il y ait un leader et dire « Ah ben, s'il y est, maintenant j'y vais ». C'est vrai que c'est plus confortable de se tromper à plusieurs. Mais moi, je préfère dire « J'investis, j'y crois », me tromper, plutôt que de dire « J'attends que machin y aille pour mettre un ticket ». Alors forcément, quand vous avez beaucoup de suiveurs et très peu de lead investors, ça ne facilite pas
les tours de table. Et si vous avez très peu de lead investors, il y a un phénomène très parisien qui est que les 3 lead investors possibles se téléphonent et disent « T'es bien d'accord, on va lui coller sur la table une term sheet à 3 millions d'euros avec 3x liquidation preferences et si ça lui plaît pas, tant pis ». Donc il faut que ce système évolue un peu. Qui aurait des questions, monsieur ? Oui, merci. Je m'excuse d'être intervenu aussi vite, mais comme Marc avait proposé, comme il dit, c'est mieux. Rapidement, j'ai suivi le flow. Je peux en venir à la notion de business plan. Mon avis sur les business plans dit quelque chose de très intéressant. Il dit prenez les business plans à l'envers. Commencez à vous intéresser d'abord aux résultats que vous demandent les investisseurs, et ensuite concentrez-vous sur le fait de prouver que les points clés de votre business plan tiennent la route. Et en France, j'y arrive pas. C'est-à-dire, j'essaie d'expliquer aux investisseurs que je peux très bien leur raconter n'importe quelle histoire, avec n'importe quel chiffre. Ils me disent ce qu'ils veulent et je leur raconte le plan. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ils me donnent les objectifs, on se met d'accord sur l'objectif, et après, il faut que je prouve que les points clés vont tenir la route. Et ça, je ne sais pas si votre expérience américaine montre qu'aux États-Unis, c'est courant. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, le dos de la carte de visite. Hein. Mais je n'arrive pas à faire passer ce truc-là en France. Chaque fois que je passe devant un comité, à chaque fois, ils me redemandent. Et alors, votre marché, c'est quoi ? Et votre marché, ça sera quoi ? Et comment vous allez le construire, etc., etc. Et je leur dis, mais c'est pas ça le problème. J'ai 2 points sur le business plan pour poursuivre dans ce que vous dites. On a évolué, Sixpart a évolué d'un logiciel qui a été diffusé en version quasi personnelle. C'est-à-dire que cette société a démarré en disant, ces deux jeunes, Benjamin Atrod de 25 ans, qui ont créé un logiciel pour publier sur le web, qui est devenu après le leader des weblogs. Et ils se sont dit, on va le mettre sur Internet pour voir si ça marche. Il y a eu 1 200 000 downloads. Et ensuite, ils se sont dit, tiens, mais quand même, on travaille très très fort, on travaille beaucoup, on va demander des donations. C'est là encore une très grande différence Europe-US. Mais on ne va pas rentrer dans ce système-là. Ils ont touché 20-30 000 $ par mois de donations. Donc, ils se sont dit, tiens, on va peut-être faire une entreprise avec ça. Donc, le business model, comment voulez-vous concevoir ça ? Et donc, à partir de là, on a créé, donc l'an dernier, c'était 2 jeunes de 25 ans. Maintenant, c'est 55 personnes sur 3 continents. Mais ce que je voulais ici vous dire, c'est que on a lancé une version commerciale du même logiciel en juin. Et on s'est complètement planté. Ça s'appelle Movable Type, ce logiciel. Et on s'est complètement trompé. On était tous dans une salle à San Francisco, en train de regarder des dizaines de commentaires négatifs qui tombaient toutes les minutes dans le monde sur comment notre business plan était mauvais. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi de limiter le nombre de blogs sur les utilisations des licences personnelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un peu trop limité un logiciel qui était très très bien diffusé. Et on a revu notre copie en 3 jours. On était devant un écran et on comptait. Donc la particularité des blogs, comme vous le savez, c'est que tout d'un coup, il y a 10 millions de gens dans le monde qui s'expriment tous les jours par écrit et c'est archivé dans Google. Et ça croît de manière très très forte. Donc tout d'un coup, vos clients parlent. Et nous, comme on fournit les haut-parleurs, évidemment, ils parlent encore plus fort à chaque fois qu'on change quelque chose. Et donc on a eu un feedback client dans les minutes qui suivaient l'ouverture de notre produit, extrêmement négatif. On a tout refait en 3 jours. On a changé de business model. Et on a relancé donc notre produit avec un autre pricing, le même produit. Et là, on a été applaudis. Donc on a retourné complètement une catastrophe complète en atout, puisque les gens se sont mis à poster sur leur blog, des milliers et des milliers de blogs. Ils sont super, regardez, ils se sont réinventés en 3 jours. Mais imaginez une discussion comme ça avec un VC. C'est juste, on a dû réagir en 3 jours. Donc quand on a levé auprès d'August Capital, donc dans la Silicon Valley, il y a 1 mois, c'est 10 millions de $, le business plan a quasiment pas été le sujet. Mais quasiment pas du tout. C'est-à-dire parce qu'on ne peut tellement pas prévoir à ce stade, même si c'est une société qui commence à générer un chiffre d'affaires, on est proche de l'équilibre. Donc on lève pour financer de la croissance. Mais on peut pas, c'est très très difficile à prévoir. Et du coup, ce qu'Auguste seul, quand vous parliez de lead tout à l'heure, un lead versus... Moi, j'ai eu très très peu de contacts en Europe avec des investisseurs depuis 1 an et demi ou 2 ans que le phénomène des blogs est en train d'émerger, qui s'intéressaient au phénomène. Là-bas, Auguste, donc énormément de VC, un très grand nombre de VC californiens, Auguste a dit, je le fais seul, 10 millions, seul. Le business plan, on en parle évidemment, mais ce qui m'intéresse chez vous, c'est que vous êtes la société dans le monde qui est la plus diffusée et qui a le meilleur produit. Et probablement une bonne équipe aussi. Vous vouliez réagir ?
Ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Il avait un mauvais business plan et il n'est pas trop mauvais, quoi. Donc c'est ça. Et c'est comme ça souvent que ça se passe. Les business plans, ils ne sont pas prédictifs. C'est ça qui est ahurissant. On invente un monde numérique qui n'existait pas avant. On n'a aucune référence, on n'a aucun trackback, on ne sait pas où on va. Moi, hier, j'ai fait lundi soir, j'ai fait mon budget, j'ai un board ce soir. Il a changé de 25% en termes de vente, de sales, entre lundi et mercredi. Heureusement que je ne l'ai pas donné lundi, parce que mercredi, il m'aurait dit, mais t'es devenu dingue. Parce que dans la semaine, on a eu 3 opportunités qu'on a saisies. C'est absolument pas prédictif. Ce qui est prédictif, c'est que ça va marcher. Parce que ça tient sur dos d'une carte de visite. Ça va marcher parce que ça se voit, on le sait. C'est simple, on achète des produits moins chers que ce qu'on les vend. C'est con, mais quand c'est comme ça marche. Et après, ça va marcher jusqu'où? Combien de temps? On ne sait pas. Donc, ce dont il faut être convaincu, c'est que ça va marcher. Et comment ça va marcher, ça va être inventé par des gens qui ne sont pas trop mauvais. Et c'est ce qu'on dit au VC. Le dernier sujet, c'est essayer de ne pas trop avoir besoin d'argent. Parce que moins on en a besoin, plus on en trouve. C'est bête comme le temps, mais c'est comme ça. Donc il ne faut pas être demandeur d'argent en réalité. Il faut que ce soit les VC qui viennent vous voir, et c'est là que ça se passe le mieux. Et pour qu'ils viennent vous voir, il faut qu'ils aient compris une idée simple, qui est que ce truc-là va marcher. C'est le cas de Loïc. D'autres questions en provenance de la salle? Oui, mademoiselle? Oui, bonjour. Frédéric Legrain, Société Mobifly. Je crée des accessoires de mode pour téléphone mobile et je voudrais savoir quelle a été la rapidité pour lever des fonds et la réactivité. Parce que des fois, un mois avant, on n'a pas le contrat commercial et on ne sera pas vendeur vis-à-vis des investisseurs. Après, on l'a et ça doit être très rapide. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Combien de temps avez-vous mis entre le premier contact et le closing? Bah non, mais alors là, franchement, je pense pas qu'il y ait de règles. C'est au cas par cas et au fond par fond. La première fois que j'ai levé des fonds, c'était sur eFrance, ça s'est fait en 24 heures. La deuxième fois, je pense que si j'avais voulu aller au bout avec les Américains, j'aurais discuté 6 mois à peu près, dont un bon 3 mois de négo du contrat. Et au final, on a choisi de faire avec des Français, donc quand même tout n'est pas si noir, parce qu'on l'a fait en 1 semaine. Donc en réalité c'est complètement spécifique et je ne pense pas qu'il y ait une règle. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous le faites avec des Américains, ils vont prendre la décision très vite, mais les discussions vont être très longues. Au final, il faut essayer de faire des discussions courtes avec des gens qui décident vite et donc à des valos inférieurs, choisir plutôt ces gens-là probablement. Le seed, ça peut aller très très vite. Si c'est des tours de 3, 5, 15, 25 millions, ça prend un peu plus de temps en général. Entre 3 et 5 mois, c'est une fourchette réaliste, avec bien sûr toujours des exceptions. Oui, en ce qui nous concerne, on a fait des levées très, très rapides, mais parce que c'était des Américains, effectivement, c'était assez rapide, c'était il y a un an et demi, ils ont à chaque fois suivi. Le problème, c'est que quand on parle à des fonds beaucoup plus institutionnels, évidemment, tous les 6 mois, dans la vidéo et dans la vidéo on demand notamment, il y a des choses nouvelles qui se passent. Donc si je parlais il y a 1 an à des fonds d'investissement de vidéo on demand, surtout en France, on me disait, mais tu sais, c'est dans 10 ans. Ou alors, si c'était une menace pour le DVD, c'était dans 6 mois qu'on allait être mort. Depuis 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses, puisqu'on a maintenant des contrats éditeurs sur la vidéo on demand, et qu'effectivement, on a un lancement VOD qui va se faire en février-mars. Les choses évoluent, mais à chaque fois, ça demande de nouveau de repartir sur le business plan de 20 mégas pour voir quel impact ça peut avoir. Donc c'est vrai que parfois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors, on peut peut-être parler d'un sujet qui est concernant le profil type de l'entrepreneur actuel. Est-ce que vous voyez des différences en ce moment, je dirais 2004? Vous-même, est-ce que vous avez changé? Et est-ce que vous avez vu dans l'environnement des différences entre l'entrepreneur, on va dire, des années fin 90 et l'entrepreneur actuel? Ça va être des banalités ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Il y en a 2 de banalités. La première, c'est qu'à mon avis, doit être de plus en plus rapide. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on est, en tout cas, étant dans l'Internet, tous les 3 ici, mais enfin, ça va à une vitesse qui est de plus en plus rapide. Et la deuxième, et donc il faut aller de plus en plus vite, et on va probablement voir... il y a des gens qui disent que j'ai vendu cette entreprise avant de l'avoir créée quasiment. C'est quand même inexact. Mais c'est effectivement, céder ou fusionner une entreprise 1 an après la création, ou 1 an et demi,
c'est très très rapide. Pourquoi j'ai fait ça? Pas parce que je veux afficher sur mon tableau de chasse entreprise CD, puisque c'est évidemment en action, je ne vais pas toucher d'argent avec cette opération-là. Mais ce que je veux, c'est être au meilleur endroit en permanence. Et je crois que l'entrepreneur doit être très très rapide, de plus en plus rapide, parce que sinon, il y a un mur qui vient de plus en plus rapidement aussi. Et le deuxième, c'est global. C'est vraiment global. En tout cas sur Internet, c'est complètement global. C'est impossible. Les gens, vos concurrents sont à un clic. Et une traduction d'un site américain au leader ou chinois, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais moi j'ai passé un peu de temps en Chine. Malheureusement, je fais rien avec eux là pour l'instant, mais j'ai été très très impressionné par la rapidité. Mais en tout cas, c'est global et rapide. Je pense que c'est les deux différences. Moi, je rajouterais juste un sujet, un point qui me tient à cœur. Ça, chaque fois, j'essaie de le sortir. Fois, je vais en profiter. C'est ça, il faut aller vite. Ça c'est banal, mais en réalité, c'est vrai qu'on travaille très vite. Mais ça a une conséquence que les gens oublient souvent et qui est, je pense, le début d'explication à beaucoup de choses. C'est quand on va vite, il faut accepter de se tromper. Non seulement il faut accepter de se tromper, mais il faut se tromper. Parce qu'on apprend tellement de choses quand on s'est planté qu'en réalité, au final, l'erreur est quand même bénéfique. Et si vous regardez les gens qui sont des investisseurs en général, dont vous avez parlé, que vous avez décrit tout à l'heure, ils n'ont pas la culture de l'erreur. Parce qu'une erreur dans la finance, c'est un désastre. Donc, l'entrepreneur qui a fait rentrer un financier n'avouera jamais qu'il s'est trompé, essaiera de tourner le truc, de le cacher, de le masquer. En réalité, il vaut mieux dire « je me suis planté ». C'est fait, mais tant mieux parce que maintenant je sais comment faire. Et si vous dites ça à un financier lambda, il va s'arracher les cheveux, il va dire ce mec-là est mauvais. Mais non, il n'est pas mauvais. Parce que là où un financier ou les gens institutionnels auraient fait 3 choses, il en a fait 300. Alors il s'est peut-être planté sur 10%, mais il reste encore 270 choses qu'il a fait. Et accepter l'erreur, accepter les demi-tours, accepter les virages stratégiques, c'est ça qu'il faut. Enfin, moi, c'est ça que j'ai appris parce que je me rappelle une anecdote très courte. Quand je travaillais chez iFrance, il y avait un escalier. Et j'ai compté, il faisait 17 marches. Et un jour, j'ai monté cet escalier. On m'a posé 3 questions pendant que je le montais, mais c'était pas est-ce que la machine à café est réparée. C'est est-ce que tu crois qu'il faut qu'on rachète machin. Il y a le fond machin qui veut mettre tant. Est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non. Et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on rachète cette boîte. C'était des questions comme ça dans l'escalier. Et j'ai donné 3 réponses. Je me suis probablement planté sur 1, 2, voire 3. Et bien, ça se passe comme ça. Et à la fin, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas gérable, on peut pas travailler comme ça. Ben, en réalité, j'ai compris, si on travaille comme ça a un prix, c'est qu'on se trompe. Mais c'est pas si grave que ça, parce qu'au final, le volume de choses qu'on fait compense les erreurs qu'on a pu faire. Et ça, c'est un truc qu'il faut intégrer, je pense. Ça s'appelle d'ailleurs le test de l'escalier dans le venture capital maintenant. Ah bon? C'est l'escalier. Mais, alors maintenant, j'ai un super long escalier. Je mets 5 minutes à monter. Un changement... En France, je pense, c'est que les entrepreneurs comprennent que le but ne doit pas être de contrôler son entreprise, parce que ça, c'était très français. Les gens se disaient, je veux garder le contrôle, je veux garder 51%, je veux pas... Mais qu'il vaut mieux avoir 5% d'un leader mondial qui a réussi que 60% ouais, ça c'est vrai si vous êtes PME de la région parisienne. Ça c'est vrai si vous êtes indispensable. Parce que 5% d'un gâteau dans lequel vous n'êtes pas indispensable... si on est remplacé au bout de 4 ans et qu'on devient actionnaire, pourquoi pas hein. Oui, vous êtes tous des entrepreneurs en série. Vous avez toujours été tout seul, ou est-ce que c'était du travail d'équipe? La première, c'était peut-être tout seul. La seconde, c'était peut-être déjà avec une autre personne avec qui vous aviez déjà travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à chaque fois c'est une personne toute seule. Non, c'est jamais une personne toute seule. Je rebondis sur ce que disait Marc. D'ailleurs, moi, je me suis mis à bloguer, à écrire sur mon blog les erreurs que je faisais, pour dire ce que j'avais appris. Mais c'est donc ce que j'essaie d'apprendre, donc en rebondissant sur les erreurs, c'est mes faiblesses. Et j'en ai énormément de faiblesses. Et donc, je m'entoure une de mes priorités, c'est de m'entourer de ce que je ne sais pas faire. Et donc, par exemple, la technologie, ça peut vous faire marrer ce que je veux dire, puisque on est dans une entreprise, on ne peut pas plus technologique. On fait du développement logiciel. Mais c'est évidemment de travailler avec des ingénieurs et moi, j'ai pas un background technique, j'essaie de savoir à quoi ça sert, si ça a un intérêt pour les gens et comment ça peut se diffuser. Mais c'est évidemment de m'entourer, mais ensuite de différentes fonctions, c'est toujours en équipe, évidemment. Les autres, c'est la même chose, bien sûr. À l'évidence, on ne peut pas démarrer une entreprise tout seul. Bon, la décision de la démarrer et le domaine,
J'ai toujours fait tout seul en me disant voilà, c'est dans ce domaine que je veux faire ou ce brevet. Mais ensuite, très vite, il faut une équipe qui soit capable d'abord de corriger les erreurs de tir et puis d'exécuter et puis d'ajouter. On parle aussi toujours de la solitude de l'entrepreneur sur le plan familial ou ce genre de choses. Comment ça se passe? Bon, c'est des conneries, ça. On évite de rester seul. Non, mais forcément, enfin, il y a quand même une règle, c'est que les choses ne se font pas toutes seules et qu'il faut beaucoup travailler. Et quand je regarde des investissements à faire, etc., j'aime bien poser des questions par email à l'entrepreneur. Celui qui me répond à minuit ou à 3 heures du matin un samedi, je me dis tiens, celui-là, ça va être sans doute quelqu'un qui bosse. Donc je connaissais le truc quand j'étais entrepreneur. Je ne travaillais pas dans la journée, j'envoyais des emails la nuit. Alors dans Typepad, dans notre logiciel de blogging, on a un système qui va beaucoup vous plaire, parce que vous écrivez une note et vous pouvez dire de la bloguer à 3 heures du matin. Et donc les gens utilisent du bureau. Donc ils bloguent pendant qu'ils travaillent et ça poste le soir à 10 heures du soir. Il faut que vous essayiez. Moi, je dirais une ou deux choses sur les équipes. En ce qui me concerne, il y a pas mal d'entrepreneurs qui aiment bien s'associer. Ils ont toujours des associés qui les suivent tout le temps. Il y a deux cas d'école. Enfin, moi, dans ce qui me concerne, j'ai toujours lancé les sociétés tout seul. En revanche, je crois qu'on est mort si on n'est pas entouré d'une équipe dès le jour 1 ou le jour J+2 éventuellement. C'est essentiel. Je crois que ce que dit Loïc est tout à fait juste. On a tous des faiblesses. Par chance, on fait des erreurs, donc on découvre assez rapidement les faiblesses qu'on a. Il faut absolument les combler et très rapidement. Ensuite, je crois qu'il y a un point important, c'est que les associés, on les acquiert en cours de route. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui deviennent associés de la société, soit parce qu'ils ont investi, soit parce que tout simplement, ils ont une vraie valeur à apporter. Donc ça c'est essentiel, c'est des gens qui vous accompagnent et vous n'êtes pas tout seul, même si in fine dans votre lit le soir vous vous posez un tas de questions sur qu'est-ce que je fais demain. Et la troisième chose en termes d'équipe, alors je ne sais pas l'expérience de Marc, mais en ce qui me concerne, je m'aperçois toujours que l'équipe de départ, c'est pas forcément toujours l'équipe qu'on aura dans 1 an ou dans 2 ans. Il y a souvent des changements parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'évoluer très rapidement dans les boîtes en croissance. Mais même rapide. Le patron d'ailleurs, on le change. Et le patron le change au bout d'un moment. Il faut accepter aussi d'être changé. Tout à fait. Donc on reste juste actionnaire. Mais c'est vrai que parfois il y en a qui restent parce qu'ils ont la carrure pour croître. D'autres tout simplement vont ailleurs parce que c'était bien pour la phase start-up, mais quand ça grossit, c'est plus pareil. On va aborder justement spécifiquement toutes ces thématiques sur le panel de 12 heures, sur la thématique de recrutement et refonte de l'équipe de direction en cas de besoin. Je crois qu'il y avait une question. Elle était exactement dans la même direction, c'était quel est le profil des collaborateurs que vous choisissez au tout début? C'est un peu ceux qui sont complémentaires à vous et ceux dont vous avez besoin. C'est très difficile de généraliser en fait. C'est complètement impossible, sincèrement. Mais moi je cherche des gens complémentaires. Par exemple, j'ose pas dire directeur général, on est une toute petite équipe, mais disons mon bras droit, il n'est pas vexé si je l'appelle comme ça, Olivier Crèche, est complètement complémentaire. On le sait tous les deux. Mais alors, complètement. C'est-à-dire que moi j'aime bien vendre. Il adore vendre aussi, mais il est extrêmement, par exemple, organisé. Je ne dis pas que je suis désorganisé, mais il est beaucoup plus organisé que moi. Et donc, dès qu'on fait un grand partenariat avec un client ou avec Nokia, je vous blogue d'ailleurs, si vous avez des droits à l'image particuliers, si vous ne voulez pas être sur mon blog, vous y êtes déjà en fait, donc il va falloir que je supprime. On a un partenariat avec Nokia, par exemple, dans le monde entier, notre application est dans tous les téléphones Nokia qui vont arriver, en tout cas ceux qui ont des fonctions assez élaborées, donc vous appuyez sur un bouton, vous envoyez la photo sur l'internet. Ben ça, c'est un partenariat qui est initié par des gens qui sont plutôt commerciaux, créatifs, et ensuite qui est suivi par d'autres personnes, donc c'est probablement la complémentarité qu'il faut trouver. Oui, alors dernière question. Je voudrais que Marc et Loïc expliquent pourquoi il y a une telle fatalité à considérer que les succès français, comme Kelkoo, comme Mythique,
vont devenir américains. Je pense qu'un mythique, avec les chiffres que tu annonces, Marc, est capable de trouver des financements colossaux en Europe. Et pourquoi ce ne serait pas mythique le prédateur de l'américain? Alors, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de levée de fonds, et donc après d'acquisition ou de cession de l'entreprise? Moi, quand je parlais de quel coût, c'est quel coût a été vendu à des Américains. Alors, on peut le faire dans les deux sens. Lever des millions de dollars aujourd'hui ou d'euros sur Mythic et se mettre à acheter des sites américains, franchement, c'est possible. Je pense qu'avec les chiffres qu'on a et ce qu'on montre, on devrait y arriver. Après, est-ce qu'on est capable de le faire? C'est une autre histoire. Il faut quand même aussi connaître ses limites. Il y a un moment où il vaut mieux les connaître pas mal d'ailleurs. Donc on pourrait le faire, sur le papier, on pourrait le faire, ça tiendrait. Il y a des concurrents américains qui vont très mal. Parce que nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'être plus gros que les Américains, tout en étant plus rentable qu'eux, ce qui est assez ahurissant. Donc on est dans une position où oui, on pourrait lever beaucoup d'argent et essayer d'acheter des sites aux États-Unis. Je pense que ce serait suicidaire. Parce que les proies sont énormes, parce que le marché est très concurrentiel, parce qu'il y a des leaders qui sont là, parce que travailler aux États-Unis, c'est pas simple, surtout dans ce domaine. Donc je pense que sur le papier, c'est possible, dans la réalité, ça ne l'est pas. Donc maintenant, si on passe sur le deuxième sujet, très bien, dans ce cas, il faut vendre un jour. Mais les montants sont tels qu'il n'y a pas de groupe français ou européen qui peuvent payer ça. Vous allez avoir des gens, des Allemands par exemple, qui nous ont approchés, qui sont gigantesques, qui ont les moyens de nous acheter, il n'y a pas de problème. Mais ils nous disent, moi je vous achète l'Allemagne, mais est-ce que vous pouvez m'enlever l'Italie? Je fais quoi de l'Italie, moi? Je leur dis, monsieur... mais la facilité... pardon. Donc en réalité, il y a un problème de montant, ça devient de plus en plus lourd et gros, donc plus on grossit paradoxalement, moins on intéresse de gens, parce que les montants commencent à devenir compliqués. Et puis il faut trouver des gens qui ne sont pas européens, vraiment dans tous les pays où on est dans 19 pays, voilà, il faut que donc c'est pas simple. Oui, donc au final, les Américains, ils voient l'Europe comme un seul pays, eux. Donc ils disent, monsieur, moi j'achète l'Europe. Ils s'en foutent de savoir, je suis en Suède ensuite, voilà. Donc les Américains, ils achètent un pays. Les groupes européens vont vous dire, me mettez pas la Hollande, je veux un peu plus de Suédois, enfin voilà, donc on n'y arrive pas, quoi. Donc je pense qu'il y a un problème de montant et un problème de globalité, et il n'y a pas de groupe prédateur en Europe qui soit sur les pays dans lesquels on est. Mais c'est vraiment ça, c'est l'international. Vous connaissez probablement le site, le logiciel social LinkedIn, qui est le mythique du, si je peux dire ça, le mythique du B2B, on va dire. Mais vous le connaissez probablement tous. J'ai investi et je suis au board de cette société. Enfin, je suis dans l'advisory board, dans les business angels de cette société. Et j'arrête pas de dire à Reid Hoffman, qui est un cofondateur de PayPal, mais pourquoi tu ne fais pas l'Europe tout de suite? Et en fait, donc, vous avez une opportunité de développer en ce moment. Il y en a plein d'ailleurs, des logiciels sociaux en France, en Allemagne, il y en a. Pour aller vite. Mais en fait, si vous comparez les marchés, là aussi c'est un vrai problème, un handicap pour répondre à votre question qui est très très important. C'est que si je veux lancer un leader européen, j'ai 25 langues. J'ai 22 langues, 25 pays et 22 langues. Si vous lancez LinkedIn aux États-Unis, ils ont passé 1 million de membres, il y a une langue et un pays, donc c'est très facile. Donc Reid vous répond, attendez, je vais être leader aux US, et après je vais en Europe, soit je les tue, soit je les rachète. Donc, si vous vous placez du point de vue européen, il faut que je fasse quoi? 22 langues? Que je lève suffisamment de fonds? Que je trouve des partenaires parce que vous savez très bien qu'un Français, pour aller faire du business en Suède ou en Allemagne, c'est pas toujours facile. Donc, il faut une équipe pan-européenne. On part avec un handicap qui est déjà dans la nature du territoire. Ouais, mais ce handicap, c'est la meilleure barrière à l'entrée. Parce que quand toi, tu l'as fait... Alors là, je suis désolé, il va nous falloir conclure. Je vous remercie pour cette discussion. Je pense que nous avons tous appris des choses intéressantes. Encore merci à tous les panélistes.